Bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée depuis le forum Une époque formidable, le 15 octobre dernier au Théâtre des Célestins à Lyon, un événement organisé par le journal économique La Tribune en partenariat avec acteurs de l'économie, la métropole de Lyon et le M Lyon Business School. Alors l'objectif de ce forum, c'est de donner du grain à moudre, véritablement donner à réfléchir sur des thèmes économiques et sociaux, quitte parfois à bousculer un peu nos certitudes. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des socles de notre société, les relations intergénérationnelles, les relations entre les jeunes, les actifs et les seniors, où finalement, comment font-ils encore société en France? Le font-ils encore? C'est la question que nous allons d'ailleurs poser à nos deux invités. L'augmentation de l'espérance de vie, les nouvelles technologies, l'allongement et la diversité des carrières professionnelles ont forcément des incidences sur ces relations. Alors autour de la table aujourd'hui avec moi, on va voir comment vous allez répondre à ces questions. Tout d'abord, Serge Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. Vous êtes professeur permanent à l'école de commerce INSEC. Vous êtes directeur du master directeur des établissements de santé. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, alors je ne vais pas tout citer, mais principalement ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. La guerre des générations aura-t-elle lieu? Point d'interrogation. Ça a été publié l'an dernier chez Calman Levy, écrit avec le philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Et puis vous avez également sorti Silver Génération, la Silver Economy, c'est cette économie autour des seniors. Donc Silver Génération, 10 idées reçues à combattre à propos des seniors. C'était en 2015 chez Michelon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. À vos côtés, Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut commissaire à la réforme des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Vous avez pour mission de préparer un nouveau système de retraite, rien que ça, en assurant la concertation avec les partenaires sociaux, la coordination et puis la préparation d'un projet de loi qui devrait être présenté au Parlement l'an prochain, si tout va bien, c'est ça? Est-ce que vous confirmez? Oui. C'est ça. Pour vous présenter brièvement, vous avez été député puis sénateur du Pas-de-Calais, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire dans le gouvernement Raffarin. C'était sous la présidence de Jacques Chirac. Vous avez été également médiateur de la République pendant 7 ans et puis président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Alors pour lancer un peu cette discussion, je vais d'abord vous demander une forme de constat peut-être. Alors la question est vaste, mais où en sont finalement les relations intergénérationnelles en France aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles se détériorent ou au contraire qu'elles sont solidifiées et que ce fossé parfois construit entre les générations finalement n'est qu'une représentation? Serge Guérin peut-être? J'ai combien d'heures? Alors, on pourrait prendre peut-être à deux niveaux. Il y a le niveau des institutions et le niveau de la société, d'une certaine manière. Il ne faut pas toujours opposer les deux, mais parfois il y a quand même des différences très fortes. Alors si on est dans les institutions, il y a globalement un regard assez violent, d'une part sur les grands bouts des générations, sur les jeunes d'un côté et sur les vieux de l'autre. Les jeunes, tout le monde est d'accord pour être jeune, être vieux, les gens sont moins d'accord. C'est toujours un peu plus compliqué de dire à quel âge on est vieux et tout ça. Enfin, bon. Mais en tout cas, et par exemple dans l'entreprise, les jeunes ont du mal à rentrer dans les entreprises. Enfin, ceux qui ont des bons diplômes n'ont aucune difficulté, mais les autres ont du mal. Et beaucoup de gens âgés, mais âgés dans l'entreprise, c'est dès 45 ans. Donc ceux qui ont 44 ans et demi, je suis désolé, mais ça va vite arriver. Au-delà de 45 ans, ça devient compliqué dans l'entreprise d'y rester, en quelque sorte. Donc voilà, donc là il y a une violence très forte de l'institution entreprise. Et puis il y a une institution aussi qui est politique, il y a un discours politique aujourd'hui d'ailleurs un peu malsain je trouve, où il y a un certain nombre de personnes qui tendent à opposer les générations. On va expliquer que les retraités sont des inactifs, qui ne servent pas à grand chose, qui coûtent cher, qui sont privilégiés. Enfin, voilà, il y a un discours qu'on n'entendait pas avant d'ailleurs, qui est assez présent aujourd'hui et qui est là aussi institutionnellement et culturellement assez violent. Et puis il y a la société, les gens. Par exemple, des jeunes puis qui voient leurs parents ou leurs grands-parents. Ils disent, mais mes grands-parents, ils sont plutôt cool, ils sont pas très riches, mais ils sont super sympas, ils m'aident, on discute, et ainsi de suite. Et en fin de compte, sur le niveau de la société, de ce que les gens vivent, il y a plutôt une qualité de relations intergénérationnelles extrêmement forte. Tout à l'heure, Denis parlait de réciprocité.
terme qui est parmi les termes les plus forts qui soient. Et il y a peut-être même quelque chose qu'il n'y avait jamais eu auparavant, c'est même une réciprocité entre les générations. Avant, la règle, c'était j'apprends auprès de gens plus âgés. Je vais faire mon tour de France, je vais avoir, si je suis dans la cuisine, c'est un grand chef qui va m'apprendre, ainsi de suite. J'apprends auprès de personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont cette expérience, ainsi de suite. Puis c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça marche encore, mais il y a aussi des plus âgés qui apprennent auprès de jeunes. L'élément le plus sûr, c'est quand on évoque par exemple les technologies. Tout le monde a déjà entendu un grand-père, une grand-mère dire « Ah bah c'est ma petite fille de 8 ans qui m'a réparé mon téléphone par exemple ». Et personne ne le dit en étant honteux. Oh, je suis passé pour un con, je n'étais pas capable de le réparer. C'est la personne de dire c'est incroyable, en 2 minutes, ma petite fille, elle a réglé le problème. Et donc, il y a même une admiration dans le regard des plus âgés. Ça, avant, ça n'existait pas. Donc, d'une certaine manière, la jeune fille, la petite fille, le petit garçon, ainsi de suite, sait qu'il peut apprendre des choses à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Donc ça crée une réciprocité et d'autant plus, ça lui permet aussi d'écouter cette personne plus âgée sur tel ou tel autre élément où elle va estimer qu'en effet la personne connaît beaucoup plus de choses. Donc il y a encore une fois au niveau de la société, il n'y a sans doute jamais eu une telle qualité d'intergénération, en plus d'intergénération choisie. Avant, il y avait une intergénération où on vivait dans les mêmes familles, on était obligés. Mais les gens n'avaient pas plaisir nécessairement à vivre tous dans la même salle. Là, les gens se choisissent beaucoup plus. Donc c'est une intergénération plus réfléchie et plus choisie au niveau de la société et un regard malsain et souvent segmentant et souvent discriminant au niveau, disons, on pourrait dire des élites, en tout cas du regard du haut, pour reprendre une expression qui était dite par un Premier ministre que vous avez bien connu, qui était Raffarin. Donc il y a une société du haut qui est assez duale autour de la question des générations, et une société du bas qui est assez basique et qui la vit. Jean-Paul Delevoye, est-ce que vous partagez ce constat d'un discours politique qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la réalité vécue entre les générations ? D'abord, moi, je rebondirai, bonjour à tous, je rebondirai sur ce qu'a dit Denis en introduction. Nous sommes dans une période fascinante, parce que nous ne rentrons pas dans le monde de l'inconnu, nous rentrons dans le monde de l'inconnaissable. L'inconnu est déjà une forme de périmètre, etc. On sait, l'inconnu, c'est presque la projection de ce que l'on sait avec une part d'improbabilité. Là, le monde dans lequel nous rentrons, c'est un monde de l'inconnaissable. On ne sait pas ce que sera le monde du salaire demain avec l'intelligence artificielle. On ne saura pas ce qu'est la croissance. Toutes les théories économiques sont revisitées. Toutes les croyances religieuses sont bousculées. Et tous les outils de socialisation qui, depuis le départ de l'humanité, la famille, le travail, sont aujourd'hui fragilisés. Donc c'est assez fascinant ce qui nous arrive. C'est assez fascinant parce que on va être obligé pour une fois, non pas d'espérer de reculer les limites du possible, mais d'essayer d'avoir un débat politique sur les limites de l'intolérable par rapport au transhumanisme, etc. La seconde chose, c'est qu'il faut être dans l'acceptation de se mettre en inconfort soi-même. On est dans un moment où la bataille des espaces, pour maîtriser la propriété des sols et des sous-sols, n'a plus rien à voir. Le vrai débat, c'est la bataille du temps. Et la bataille du temps, vous avez tous, ce matin, en venant, gagné beaucoup de temps en réservant votre train. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce temps ? Vous surconsommez le présent. Vous faites plus de mails, vous faites plus d'informations, etc., etc. Or, la vraie bataille du temps, qui est devant nous, c'est quel est le sens que l'on donne à notre temps et est-ce que le vieillissement est un facteur d'affaiblissement du temps de vie ou au contraire un facteur d'enrichissement. Et le troisième élément, c'est si on devait vous donner quelques conseils, soyez des contestataires. Nous rentrons dans un monde de l'innovation, dans un monde de la créativité, et la créativité et l'innovation, c'est la contestation du présent. Et celle qui réussit, c'est l'innovation qui réussit. Ça veut dire que dans la question que vous posez déjà, sur les générations, sur les conflits de génération, on peut s'interroger de savoir pourquoi vous mettez à ce point des clivages de génération. Moi, je connais des tas de jeunes qui sont très vieux dans leur tête et des tas de vieux qui sont très jeunes dans leur tête. Est-ce que la génération, c'est un problème d'acte civil ou un problème d'état d'esprit ? Les trois grands sujets politiques dans le monde qui vont traverser et qui peuvent donner lieu à des conflits ou à des liaisons, c'est 1, la localisation de la valeur ajoutée, conflit des territoires. 2, la lutte des identités. Et on voit bien remonter aujourd'hui la revanche de l'histoire par rapport à la géographie.
Et 3, la démographie. Moi, je suis ravi d'être aux côtés de Serge Guérin parce qu'il ne cesse depuis très longtemps d'interpeller les politiques sur le fait que les mouvements des peuples sont plus importants que la maîtrise des bourses. Or, tous nos politiciens sont des gestionnaires et on ne peut pas construire quelque chose de solide sur la désespérance des peuples. Et quand vous parlez de ce qui conflit de génération, vous rentrez, pardonnez-moi, dans ce qui me paraît, mais j'attends de Serge, dans le schéma du passé. Nous sommes un pays d'ingénieurs. Et pour nous rassurer intellectuellement, on a besoin de créer des normes. T'es jeune, t'es pas jeune, t'as des diplômes, t'as pas de diplôme, t'es riche, t'es pas riche, t'es de droite, t'es chrétien, t'es... Et au nom de cette norme, on a créé l'anormalité, le refus de ce qui est différent. Le rejet de l'handicapé, du chômeur, de la normale. Et donc, on a bâti toutes nos politiques publiques sur un confort de séquence d'âge. On met des politiques publiques de l'éducation, on met des politiques du chômage, et on met des politiques de retraite. Mais aujourd'hui, cette lutte des territoires que j'annonçais, cette lutte des identités que j'annonçais, cette lutte des générations qu'on a annoncée, la seule réponse, c'est de créer de la porosité et de la connectivité. Nous sommes dans un monde qui a souvent imposé l'unité du pouvoir avec la conformité par l'obéissance. Nous rentrons dans un monde de l'unicité par la diversité. Et comment connecter des territoires qui ont des potentiels de développement différents? Comment connecter la mixité dans des identités culturelles différentes? Comment développer la porosité entre des générations d'âge différentes? Et c'est ça qui est fascinant. On peut être entrepreneur à 14 ans et investisseur à 90 ans. Et la vraie problématique, c'est que je m'aperçois que contrairement à 68, où c'était une révolution un peu de bobo, où il y avait les blousons noirs d'un côté qui contestaient l'ordre établi conservateur, il y avait un conflit de génération. Là, ce que je constate, c'est que les valeurs traditionnelles se rapprochent et elles dépassent les problématiques d'âge. Quand je regarde l'appétit pour la famille, les jeunes sont très familles, sont extrêmement familles. Nous, on était souvent éduqués avec l'interdiction de parler du monde des adultes, avec des complexes freudiens de caractère sexuel. Les jeunes d'aujourd'hui ont plutôt le mépris d'eux-mêmes, mais une forme de sincérité, de spontanéité, de dialogue absolument fabuleux, fabuleux, et qui nous donne à nous des leçons. Et l'on voit bien que la notion du travail aussi est quelque chose qui interpelle les jeunes. Par contre, la grande différence, c'est la différence des technologies et des usages. Nous, on aime bien la présence physique, les repas de famille, on aime bien... Les jeunes, c'est la connexion des réseaux. Et donc, un des sujets qui est intéressant, ce n'est pas le conflit des générations. Une des violences devant lesquelles nous devons être attentifs, c'est la brutale accélération de la modification des usages par les technologies et la lenteur d'adaptation de nos pensées politiques et administratives. Est-ce que demain, les examens, on doit intégrer la notion de l'ordinateur parce que le savoir se trouve dans l'ordinateur? Et si le savoir se trouve dans l'ordinateur, c'est plus inculquer des connaissances qui est important, c'est développer le sens critique et la conscience. Donc l'on voit bien que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que nous ne devrions pas du tout être dans une problématique de conflit de génération, mais dans une problématique de connexion et de lien générationnel. Toutes les sociétés qui ont traversé l'humanité sans encombre depuis les millénaires, les Chinois, les Sumériens, les Juifs, les tribus primitives, avec une obsession: la cohésion du corps social. Notre pensée occidentale, qui est basée sur la performance, à partir du moment où le dogme, le progrès économique n'engendre plus le progrès social, ça aussi c'est assez fascinant. En 1945, on avait 3 grandes idéologies: le fascisme, le communisme et le libéralisme. Après la défaite d'Hitler, il n'y en avait plus que 2. Après la chute du Berlin, il n'y en a plus qu'une. Et aujourd'hui, la limite du libéralisme sans régulation mondiale nous pose un vrai débat. Donc il y a une aspiration à une croyance nouvelle sur l'humain, sur la nature, et sur l'épanouissement de l'individu et non pas la performance. Or, notre société performative, et Serge le montrait, fait que l'on juge les gens en fonction de leur performance et non pas de leur capacité ou de leur capacité. Résultat, au nom de la performance, on estime qu'un vieux coûte cher et qu'il est moins performant. Problématique, et je reviens à la mixité, aujourd'hui on s'aperçoit que Boris Cyrulnik attire notre attention là-dessus.
l'inné est moins important que l'acquis. Et si on veut changer les hommes, il faut changer l'environnement. Et qu'on s'aperçoit que toutes les équipes de chercheurs, ce n'est pas un chercheur tout seul qui trouve, c'est une équipe. Et que toutes les équipes dans les entreprises aujourd'hui multigénérationnelles sont plus performatives que les multiples individuelles. Donc je pense qu'il faut être attentif aujourd'hui à ce qu'il faut quitter ces notions de clivage, de conflit générationnel, pour être sur une mobilisation où chacun, à sa place, à son statut, apporte une capacité supplémentaire au collectif. Et là, on supprime toutes les problématiques d'âge. Moi, je suis pour des personnes âgées qui puissent éventuellement continuer à contribuer par leur travail, à transférer. Ce n'est pas du tout le mythe du partage du travail. C'est aujourd'hui, nous sommes tous dans une obligation de réussir collectivement en développant les potentialités de chacun. Et je terminerai simplement là-dessus. L'autre aspect, c'est que quand on était dans une société rurale, on était occupé par la fertilité des sols et la propriété. Quand on était dans une société industrielle, on était occupé par le capital, la technologie et la maîtrise des matières premières. On rentre dans une société du capital humain. Et aujourd'hui, ce n'est pas la fertilité des sols, ni la potentialité des technologies, c'est la potentialité des humains. C'est comment faire en sorte que vous regardiez un enfant qui échoue à l'école, non pas comme un raté, mais comme une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. L'handicapé comme une intelligence mobilisable. Et la personne âgée comme une intelligence disponible avec une patine que l'on n'a que par l'âge, l'expérience, le recul et une forme de sagesse par une relation au temps qui a été patinée par les épreuves du moment. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche nouvelle. Et je pense que vous aurez forcément des conflits de croyances, des conflits d'habitudes, mais qui seront peut-être moins générationnels que vous l'imaginez, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est le collectif dans sa diversité, dans sa pluralité, qui fait que si nous sommes dans une économie cérébrale, c'est la fluidité des relations, c'est la connectivité qui va l'emporter sur les clivages. Finalement, vous êtes d'accord tous les deux, la guerre des générations n'aura pas lieu? C'est un peu cette idée-là? Je crois que tout est possible, et y compris le pire. Et puis si le pire, voilà, c'est voilà, la vision qu'on a pu avoir, Jean-Paul, sur une société libérale, tranquille, tout allait bien se passer, la démocratie, tout le temps. Il faut relire des gens comme Raymond Aron, il y a très très longtemps, qui disaient « Ouh là là, le sens de l'histoire, on ne le connaît pas, il peut y avoir des allers-retours. Regardez la situation des femmes, il y a des endroits où leur situation est en net recul. Il y a d'autres où c'est plutôt en progrès. » Donc voilà, donc, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, à aujourd'hui, on ferait mieux, je crois, de solidifier et de favoriser cette réciprocité, cette intermédiation, ces échanges entre les générations, plutôt qu'essayer de renouveler comme ça un discours de guerre. Alors Jean-Paul Delevoye, vous nous avez dit que tout s'accélère, c'est très compliqué de prendre en compte, on ne connaît pas finalement le futur. Comment, à la tête de l'État, on anticipe tout ça? Comment, dans un système de retraite par exemple, dont on ne saurait pas de quoi sera fait le monde professionnel dans quelques années, comment on crée un système de retraite pour mieux répondre aux besoins anticipés? D'abord, on ne crée pas un système de retraite, on répond à une question. Je voudrais aussi, là aussi, inverser votre façon de raisonner. En France, on a un débat politique sur les conséquences et pas sur les objectifs. Et les objectifs, on les fixe quelquefois plus pour leur résonance médiatique que pour leur pertinence. Or, si vous n'avez pas une pédagogie des enjeux, qu'est-ce qui est fondamental? Vous ne pouvez pas avoir un débat. Et votre objectif, c'est une réponse à quelle question? Le vrai problème, c'est quelle est la question que vous voulez traiter? J'ai deux réponses. Je vois beaucoup de jeunes devant et je me réjouis vraiment de votre présence. Mais j'ai une interrogation, par exemple. Les peuples ont un impérieux besoin de croire, dit Julia Kristeva. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la gourmandise du futur, l'appétit du futur qui était porteur de progrès systématique est aujourd'hui de plus en plus contesté. Et que quand vous avez des peuples qui ne croient pas au futur, soit ils se réfugient dans la nostalgie du passé, qui peut être évidemment dangereuse avec toutes les lois mémorielles ou la réconciliation des mémoires, dirait Paul Ricoeur. Mais ce que je constate, c'est que nos jeunes qui ont une lecture de passé quelquefois un peu fragile et qui n'ont pas l'appétit du futur sont dans la surconsommation de l'instantané et du présent.
Et c'est je consomme tout de suite, avec des réflexes, non plus d'épargne, mais de consommation, et des réflexes de jouissance et non plus de construction. Et des peuples qui vivent sur des émotions et non pas sur des convictions. Et donc, le vrai sujet pour les retraites, ce n'est pas les retraites pour dire « j'essaie de faire en sorte que vous soyez bien, etc. » C'est quelle est la réponse que nous devons porter à une question de fond par rapport aux aléas du futur, où personne ne peut dire ce que sera la croissance. On est tous en train de dire « vous inquiétez pas, la croissance sera éternellement positive ». Je n'en sais rien. Quand vous regardez les théories économiques aujourd'hui, entre les techno-positifs et les techno-optimistes, la croissance va de 1 à 3. Quelle sera l'évolution du monde salarial de demain? Est-ce que l'intelligence artificielle va détruire plus d'emplois qu'elle n'en construit? En tout cas, elle va complètement modifier le monde du travail. Et est-ce qu'elle va le faire entre des salaires de plus en plus élevés pour une main-d'œuvre de plus en plus rare de logiciels, d'ingénieurs, etc. et une main-d'œuvre de services qui sera moins bien payée, avec même, certains disent, une classe inutile, c'est-à-dire d'hommes et de femmes, qui fait que l'on va être dans un monde incroyable de pénurie de main-d'œuvre très qualifiée et de surabondance de main-d'œuvre non qualifiée. Si on est dans ce schéma-là, quel est le projet de société que l'on construit? Et la question qui est intéressante, c'est par rapport à 45. 45, après la guerre et la terreur, formidable opportunité pour le monde de mettre en place une universalité des droits. Et les communistes et les gaullistes, Parodi, Croizat, Larocque, disent on fait un régime unique. Les syndicats de l'époque disent on n'en veut pas, on va y perdre. Les agriculteurs, les commerçants, les indépendants disent on n'en veut pas. Et on a aujourd'hui 42 catégories professionnelles qui représentent les retraites de chacun. Petit clin d'œil de l'histoire. En 1946, on vote une loi sur la généralisation de la sécurité sociale. Et en 1947, on vote une loi pour défaire cette loi parce que l'opinion française ne veut pas de la généralisation de la sécurité sociale, défendant chacun sa corporation. Donc quand on voit la difficulté de faire société, rappelons-nous cette force, l'État est une fiction qui permet à chacun de vivre au détriment des autres. Et faire société, c'est apporter ses qualités au service du collectif. Et donc la question que je me suis posée avec le président Macron, c'est par rapport aux aléas du futur, quelle est la réponse que l'on peut apporter pour permettre un épanouissement de chacun, facteur de développement de performance collective? C'est soit le système anglo-saxon, chacun pour soi, système assurantiel, tu réussis, c'est bien, tu ne marches pas, tu crèves. Complètement à l'opposé de notre ADN, où on essaie de bâtir un système de solidarité collective, intragénérationnel, infragénérationnel, qui fait que collectivement, nous épousons les moments de fragilité de chacun, maladie, handicap, maternité, vieillesse. Et à partir de ce moment-là, vous avez répondu à la première question, pourquoi est-ce nécessaire de changer? Et la seconde question, qu'est-ce qui fait moteur? L'équité. Est-ce que la retraite sera le juste fruit de mon travail fourni pendant toute ma vie? Et est-ce que je serai traité de façon équitable par rapport à mon voisin? Parce qu'en France, on a aussi une autre pathologie. On est tous pour l'équité, mais on a envie de savoir si je suis mieux traité que mon voisin. Quand on a proposé aux parents d'élèves de supprimer les notes, les parents d'élèves s'y opposaient parce qu'on voulait savoir que son gamin avait une meilleure note que son copain. Quand on fait des exercices scientifiques en France en disant « tu peux gagner plus, mais tu gagneras moins que tous ceux qui t'entourent », ou « tu gagnes moins, mais tu gagneras plus que ceux qui t'entourent », on préfère gagner moins, mais être plus supérieur aux autres. On a cette pathologie française de la hiérarchisation sociale. Eh bien, ce projet peut te ramener à une notion d'équité. Et c'est la raison pour laquelle nous bâtissons un projet dans lequel, même carrière, même taux, même revenu, même retraite, avec des principes communs, convergents, mais qui nécessitent de renforcer la cohésion intergénérationnelle. Et je terminerai simplement là-dessus. Moi, les premières personnes que j'ai reçues ont été des retraités qui m'ont dit « Monsieur Delevoye, on est content de vous voir, on veut créer un syndicat des retraités. » Ah ben, j'ai dit « Ça tombe bien, moi je voudrais créer un syndicat des jeunes. » Parce que dans 20 ans ou 25 ans, l'électorat sera majoritairement de plus de 50 ans.
Et si on n'y prend pas garde, on aura un candidat au présidentiel qui dira « Moi, les jeunes, je m'en fous, j'augmente vos retraites de 50%, ce qui s'est passé en Italie. Si on ne retrouve pas aujourd'hui le sens de l'impôt, le sens de la solidarité, j'amène mes enfants à l'école gratos parce qu'il y a des gens qui payent pour l'école gratuite. Je sors de l'hosto gratuit parce qu'il y a des gens qui payent pour ma santé, même si je suis bien portant. Et donc, derrière ce projet de retraite, il y a le projet de se dire quelle chance j'ai d'être dans un pays où je peux, quel que soit mon âge, quelle que soit ma situation, quelle que soit ma fortune ou mon infortune, contribuer à une politique publique qui me prend en charge dans mes moments de fragilité. Si on ne retrouve pas ça, c'est la fin de ce qui fait la force de notre État-nation. Mais ça veut dire qu'il faut que les jeunes prennent conscience. J'ai un vrai problème avec les jeunes. Comme tous les politiques ont théorisé ce que Michel Rocard, mon ami, me disait, quand on règle un problème, il faut le dramatiser. Résultat, tous les gouvernements précédents ont fait de formidables réformes qui ont amené 60 milliards d'économies au système des retraites, mais dans un tel climat anxiogène que tous les jeunes pensent qu'ils n'auront jamais de retraite, que les futurs retraités voient ce que ça va baisser, et que les retraités actuels s'accrochent aux branches en disant « Oh là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il faut qu'on retrouve, et je terminerai là-dessus, le problème de conflit de génération, ce n'est pas un problème de conflit de génération. Le drame de notre pays, c'est un conflit de confiance. De confiance. Si on n'a pas l'envie du futur, la prise de risque, le droit à l'échec, le fait de pouvoir faire que les jeunes nous contestent, le droit à l'impertinence, libérons aujourd'hui la créativité et l'impertinence et retrouvons le sens du futur. Nous sommes un peuple d'aventuriers qui a la trouille et qui veut rester au port. Nous sommes un peuple de créatifs qui condamne l'imagination et la contestation. Donc c'est exactement le contraire. Retrouvons cette soif d'être tous les uns et les autres un peu révolutionnaires en étant évidemment dans nos familles très traditionnalistes. Et d'ailleurs, la majorité des jeunes aujourd'hui, selon une enquête Mediapol, préfèrent le système par capitalisation plutôt que le système par répartition qui est le système choisi par la France aujourd'hui. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Parce que, à l'école, c'est une des propositions des ateliers citoyens. Moi, je crois à l'intelligence collective et je passe mon temps à faire le tour de France, à mobiliser les citoyens sur qu'est-ce qu'ils... Les jeunes m'ont dit à Montreuil, pas loin d'une banlieue parisienne, m'ont dit « Mais pourquoi à l'école, dès le collège, on ne nous apprend pas ce qu'est le système de protection sociale en France? La sécurité sociale, l'assurance chômage, la vieillesse, pour qu'ils en comprennent la richesse et qu'ils puissent se l'approprier. Le système à point que l'on veut faire, c'est que partout où ils iront, dans le monde entier, quel que soit le métier qu'ils feront, ils additionneront un capital point et à la fin, ils auront un capital qui leur permettra de partir à la retraite quand ils voudront. C'est très clair, ça libère, ça récompense le travail, ça individualise et ça renforce les droits collectifs parce qu'en même temps, on fera de la solidarité pour celles et ceux qui ont des interruptions. Et je pense, et on y reviendra sur la notion du transhumanisme, et je donne déjà cet exemple-là, soyons attentifs à ce que dans ce goût de la performance, où on est en train de privilégier le plus fort par rapport au plus faible, le plus diplômé par rapport à celui qui n'a pas de diplôme, le plus riche par rapport à celui qui est plus faible. Dans le transhumanisme, au moment où l'homme est en train de connaître une période absolument fascinante, où il a inventé des machines qui dépassent sa capacité de cerveau. Soyons attentifs à préserver que l'homme soit toujours libre et responsable. Faire en sorte que vous, les jeunes, vous soyez capables de pouvoir faire votre propre conviction, même si elle est contraire à la nôtre. C'est ça notre responsabilité. La seconde, c'est de garder votre aspect relationnel. L'homme est un homme grégaire qui a besoin des relations avec l'autre. Le troisième, c'est que l'homme est un aspect transcendantal. Quel est le sens qu'il donne à sa vie, même si ce n'est pas religieux? Et l'aspect peut-être le plus important, c'est que la qualité d'une société, c'est sûrement on s'occupe des plus faibles, des plus vulnérables, des plus fragiles. Or, le transhumanisme peut nous amener une forme d'eugénisme où on ne fait en sorte qu'il n'y ait que des gens performants qui soient dans la société. Et donc, cette notion de fragilité, cette notion de vulnérabilité, cette notion de transcendance, c'est un sujet qui est au cœur de nos civilisations et qu'il faut absolument préserver et inculquer à nos jeunes. Et de dire aux jeunes, vous avez un réflexe traditionnel, puisque vous ne croyez pas au système, c'est chacun pour soi. Mais ce chacun pour soi vous amène dans la pire des aventures, alors qu'être solidaire et se sentir responsable de l'autre peut faire en sorte que vous vous découvriez vous-même au regard de l'autre. Je rebondis sur ces propos, Serge Guérin. Est-ce que réformer le système de retraite, c'est aussi une question de représentation des seniors dans la société? Oui, c'est ça aussi. C'est d'abord, si on regarde sur cette notion de question, je crois qu'en effet, c'est Louis Althusser qui disait il y a fort longtemps, l'idéologie, c'est quand on a les réponses avant les questions.
Donc on règle rien si on commence pas par poser les bonnes questions de ce qu'on veut, comment on veut, ainsi de suite. Comment aussi les choses ont évolué. Quand on a inventé, généralisé le système des retraites en 44-45, il y avait 3 millions de retraités et l'espérance de vie était de 67,5 ans. Et la retraite était à 65 ans. Aujourd'hui, il y a 17 millions de personnes à la retraite. L'espérance de vie est au-delà de 82 ans. Et par ailleurs, la retraite, maintenant, le départ est autour de 62, 63 ans. Là, il y a des grands débats, mais enfin voilà, c'est quand même ça. Donc on est quand même dans une situation très différente. La deuxième chose, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la question des retraites. C'est la question de la société. C'est la question, Jean-Paul a parlé d'État-nation. C'est la question de est-ce qu'on a un vivre ensemble d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on partage quelque chose? La retraite, ça participe de tout ce qui sont cette république sociale, cette solidarité sociale qui nous permet, quels que soient nos âges et quelles que soient nos situations, d'espérer avoir une vie à peu près digne. Voilà. C'est quand même ça ce qu'il y a derrière. Et puis il y a deux autres problématiques, je crois. Il y a une problématique politique très forte et puis une problématique économique, l'une étant de toute façon liée à l'autre. La problématique politique, c'est qu'on est quand même dans un moment de très forte basculement, bousculement, interrogation autour de la démocratie. La démocratie, c'est quand même un îlot pas très prospère dans un monde qui ne l'est pas. Et c'est quand même globalement l'Europe qui l'a inventé. Et c'est encore en Europe où ça se passe le plus fortement. Mais la démocratie, elle tient s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans une situation digne, qui sont dans une situation où ils ont un minimum de revenus, dans une situation où ils peuvent aider les autres, d'autant plus qu'ils bénéficient d'une sorte de matelas de sécurité. Voilà. Et parmi, aujourd'hui, les gens qui contribuent encore à la démocratie, la première manière de contribuer à la démocratie, c'est juste d'aller voter. Quand on commence à être dans des sociétés où moins de 50% de la population vote, la question de la légitimité, elle se pose. Et elle se pose déjà aujourd'hui pour nos institutions, voilà, de manière très très forte. Parmi ceux qui votent encore, il y a les retraités. Et globalement, les classes moyennes. On est en train de paupériser les classes moyennes, un tout petit pourcentage qui devient très très riche, et tous les autres qui sont en train de s'écraser. Et les retraités font parmi ceux qui tiennent la démocratie, mais qui tiennent aussi le socle des solidarités. C'est eux qui, en grande partie, vont aller aider les plus jeunes, en leur donnant de l'argent, en se portant en caution pour un appartement, mais aussi en allant chercher les petits-enfants. 23 millions d'heures par semaine qui vont des grands-parents vers les petits-enfants. Si les grands-parents se mettent à faire la grève d'aller chercher les petits-enfants, il n'y a pas une crèche qui est capable de récupérer la chose. Il n'y a plus une famille qui est capable de s'en occuper. Elle doit arrêter de travailler pour aller chercher les mômes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour quand les gens disent « mais les vieux, les retraités ne peuvent pas faire grève ». Mais si, ils peuvent faire grève. S'ils arrêtent d'acheter, s'ils arrêtent d'aller chercher les petits-enfants, et s'ils arrêtent d'être engagés dans le tissu associatif, la France va faire une drôle de tronche. Et par ailleurs, c'est aussi eux qui, souvent, se retrouvent à accompagner des personnes encore plus fragiles. Sur les 8,5 millions d'aidants bénévoles, à peu près 4 millions sont des retraités. Donc, les retraités, c'est ça aussi. Il y a la question du sous-bassement démographique et de la démocratie, et il y a le sous-bassement économique par rapport à cela. Et puis, il y a un autre élément, donc ça, c'est, je dirais, pour la solidarité et pour faire une démocratie. Et puis, un autre élément qui est aussi une interrogation et qui est complexe, c'est qu'on est de toute manière dans un moment où, alors selon les calculs, globalement, il y a quand même autour de 6 millions de chômeurs. On ne retrouvera pas, on peut raconter ce qu'on veut, on ne va pas retrouver comme ça des emplois. Donc, il faut réinventer quelque chose. Et il y a le travail, mais les retraités, par exemple, on les appelle, de ce mot extrêmement violent et d'une bêtise totale, ils s'appellent les inactifs. Or, moi, je connais beaucoup d'inactifs qui sont plus actifs que certains actifs. Il y a même certains actifs que je préférais moins actifs, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ces inactifs-là, qu'on traite donc avec le mépris, vous ne servez à rien, vous êtes inactifs. Mais quand je suis dans le tissu associatif, quand j'aide le petit gamin du 3e à faire ses devoirs, que sais-je encore, je suis un actif social. Mais comment on va rémunérer demain, comment on va valoriser et rémunérer demain cette activité qui n'est pas liée à un travail? Et c'est le cas pour les retraités, mais c'est le cas pour certaines personnes qui ne peuvent pas trouver de l'emploi. Et donc, ça repose aussi la question de la performance. Il y a d'autres manières d'être performant que simplement le champion du monde ou celui qui est super bon en intelligence artificielle. Ok, il y a cela. Enfin, il y a aussi une performance du cœur, il y a une performance de l'âme, il y a une performance de la présence pour accompagner qui est malade, qui est abîmé, qui est pauvre, qui a besoin d'être aidé dans son éducation, que sais-je encore. Et donc, derrière cette question des retraites, c'est une question beaucoup plus large. C'est vraiment une question fondamentale de quelle société on a envie de construire ensemble. Est-ce qu'une société où c'est chacun dans son coin et que le meilleur gagne, ou que le pire gagne, ou que le plus salaud gagne, je ne sais pas. Mais en tout cas, les autres perdent. Ou bien est-ce que c'est une société où on crée une forme de solidarité sociale, où on s'entraide parce que chacun a conscience que peut-être qu'à un moment donné, il est plus fort que les autres,
mais ça ne va pas nécessairement durer. Vous savez, c'est comme l'âge d'ailleurs. C'est l'intérêt de travailler sur le vieillissement, c'est qu'ici, il y a des gens de tous les âges. Mais tout le monde est ou sera concerné par le vieillissement. Les plus jeunes, ce n'est pas tout de suite, mais ça va leur arriver. Et d'ailleurs, les plus jeunes, ils sont déjà plus vieux que d'autres qui sont encore plus jeunes qu'eux. Donc cette question-là, elle concerne tout le monde. C'est comprendre que cette notion de fragilité, ce n'est pas l'autre. Je risque moi-même, un moment ou un autre, d'être touché par une forme de fragilité. Et nous avons la chance incroyable, extraordinaire, quasi unique, de vivre dans un pays où, globalement, on accompagne ces fragilités. Et la question, c'est comment on va continuer de les accompagner et comment on ne va pas aller juste sur quelque chose, je te donne un petit peu d'argent, comme ça tu ne te plains pas, et comment, au-delà d'accompagner cette fragilité, comment on donne une certaine dignité à cette fragilité, comment on la valorise et comment on permet à ces personnes d'acquérir suffisamment, d'avoir suffisamment de moyens pour acquérir plus de dignité en contribuant d'une manière ou d'une autre à ce que la société continue de se tisser, de se construire. C'est ça qu'il y a derrière. Au-delà de la question économique, évidemment, une question très forte, des équilibres et tout ça, qui sont bien sûr des enjeux très très importants, mais c'est une question politique, mais de la plus belle des politiques qui soit. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de construire quelque chose qui fasse du tissu social, qui fasse du lien social entre nous, qui crée des formes de respect des uns des autres, ou en effet, on ne regarde pas l'autre en disant « il a plus que moi ». C'est la notion d'être l'envie d'avoir envie, mais envie c'est bien, envieux c'est moins bien. Donc c'est comment on crée quelque chose, on crée quelque chose où chacun, on se dit mais j'ai tout intérêt pour l'autre, parce que finalement en faisant pour l'autre et avec l'autre, je fais aussi pour moi. Et la retraite, c'est ça qu'il y a derrière. Et derrière, j'y reviens, deuxième question, c'est la question de la démocratie, c'est si on lâche les retraités, ça en est fini de la démocratie. Et ça en sera fini aussi de la transmission. Ceux qui racontent comment c'était avant, je ne crois absolument pas à la fable du nouveau monde. Ça n'existe pas. Il y a un ancien monde qui évolue. Je ne crois pas que d'un seul coup ça se coupe et puis comme ça il y aurait des gens qui auraient découvert le nouveau monde qui reviendraient de la planète Mars. C'est d'un mépris absolu pour tout ce qu'il y avait avant, puis c'est contraire à toute l'histoire. On se construit progressivement et on a besoin justement de cette transmission, on a besoin de gens qui viennent raconter. Alors on n'a plus les héros comme hier, des gens qui étaient dans la résistance, des gens qui avaient subi la déportation et tout ça, ok. Mais des personnes qui viennent simplement raconter à des enfants que quand ils étaient jeunes, il n'y avait pas de téléphone portable, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de téléphone, peut-être qu'ils allaient aux toilettes au fond du jardin. Ah bon, ils n'avaient pas d'écran 16/9. Et pour autant, ils ne se sentaient pas dans la misère. Et pour autant, ils ont créé des choses. Ça permettrait aussi d'un petit peu relativiser. Comprendre aussi, ah bah oui, c'était comme ça, c'était pas si simple que ça, et ainsi de suite. Donc on a aussi besoin, je crois, de cette transmission. S'il n'y a plus de financement des retraites, il n'y a plus de transmission. Donc c'est la voie directe à la barbarie. Et troisième élément, c'est comment on pense une société où l'activité ne sera pas que rémunérée de manière salariale, mais qu'il y a d'autres formes d'activité et d'autres formes de rémunération. Est-ce que vous partagez aussi le constat de la confiance comme clé finalement entre les relations intergénérationnelles, c'est-à-dire la confiance en eux-mêmes pour les jeunes, la confiance en eux-mêmes pour les seniors et la confiance entre ces deux? Parfaitement. Il y a très très longtemps, je crois que c'est une dizaine d'années, Jean-Paul Delevoye était déjà intervenu là-dessus en montrant combien on était dans une société de défiance. Et c'est sans doute un des éléments les plus dramatiques qui soient. C'est qu'on est dans une société de l'inconfiance généralisée. Quand on demande aux gens, vous avez confiance dans quoi? Déjà, ne serait-ce qu'il y a une question toute bête, on demande aux gens, mais si vous ne connaissez pas quelqu'un, est-ce qu'a priori, vous avez plutôt confiance ou pas? On est à peu près à 20% de gens qui disent qu'ils ont à peu près confiance. 20%. C'est-à-dire 80% qui disent, oh, a priori, je n'ai pas confiance et j'en me méfie. Et plus on baisse dans l'échelle sociale, plus ça diminue. Les ouvriers, on est à 6% de gens qui disent qu'ils ont a priori confiance. Donc le premier élément, c'est qu'on ne construit pas une société si on se dit dès le départ, oh, faut que je m'en méfie, faut que je mette une caméra, faut que j'ai un flingue, je sais pas quoi. Ça, c'est la confiance individuelle. Et puis, il faut qu'il y ait une sorte de confiance collective. Parce que si on ne sent pas un minimum confiance dans les autres et confiance dans les institutions, on a du mal à construire quelque chose ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros des institutions, en particulier les institutions politiques, on génère une défiance, mais qui est abyssale. On est au-delà de 90%. Quand on voulait faire un pays, quand on voulait faire une collectivité, si on n'a pas confiance dans l'autre et si on n'a pas confiance dans nos institutions, ça commence à devenir compliqué. Et un des éléments, en effet, sur la retraite, c'est quand même ça, depuis très très longtemps, les jeunes qui disent « Non, mais moi, de toute façon, je n'aurai pas de retraite ». Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pour l'instant, ils continuent de cotiser. Alors, c'est un peu obligatoire, mais quand même. Ce qui est fabuleux, c'est ça. Parce qu'ils pourraient dire, après tout, voilà. Et ce que vous disiez tout à l'heure, la plupart des jeunes se disent « Je préfère cotiser juste pour moi ». Donc, dans une logique d'individualiste, c'est aussi parce que j'ai tellement pas confiance et on m'a tellement raconté que ça ne marcherait pas, que finalement, avec plein de réformes qui recommencent, ainsi de suite, donc les gens n'ont pas confiance dans les institutions, n'ont pas confiance dans la parole politique et
n'ont pas confiance, par exemple, dans ce système de retraite parce qu'on leur a tellement dit, il y a un Premier ministre qui avait dit c'est la faillite et ainsi de suite. Donc on est quand même sur des éléments comme ça de manière très forte. Aujourd'hui, il semblerait que globalement, ça puisse tenir. Aussi parce qu'il y a eu des efforts et aussi parce que les retraites baissent. Donc ça tient aussi parce qu'il y a des gens qui se serrent plus la ceinture que d'autres. Voilà. Mais après, on trouve des équilibres, ainsi de suite. Mais en effet, l'élément premier, c'est la notion de compter. Pas compter comme un contrôleur de gestion. Être reconnu. Voilà. Être compté pour les autres et compter sur les autres. Un très grand sociologue qui s'appelle Axel Honneth avait parlé de ça, la société du mépris, en disant ce qu'il y a de plus difficile à vivre, c'est de se dire mais en fait je n'intéresse personne, je compte pour personne. Dans l'entreprise, je ne sers à rien. Regardez les entreprises qui ont supprimé le pot de départ à la retraite. Ça peut apparaître complètement idiot, c'est pas très grave. Sauf que, je me souviens d'une enquête que j'avais faite où des jeunes me disaient mais je comprends pas dans l'entreprise, quand les gens partent à la retraite, on les voit plus du jour au lendemain, puis c'est fini. Et c'était les jeunes qui étaient surpris et qui trouvaient ça très malsain qu'il n'y ait pas de pot de départ à la retraite. Et j'avais demandé à la direction mais pourquoi vous avez supprimé ce pot de départ à la retraite? La direction était très très étonnée que des jeunes puissent en parler. Ils me disaient ah bah c'était pour lutter contre l'alcool au travail. On se calme, quoi. On n'est pas obligé de se bourrer la gueule à chaque départ à la retraite. On peut mettre un peu de champomis, du cidre, j'en sais rien. On peut faire quelque chose. Et voilà. Mais rendez-vous compte, c'est même les jeunes. Parce que c'est aussi, on dit merci pour ce que vous avez fait. Merci de votre action. Donc c'est ça, je prends un autre exemple. Donc, beaucoup de retraités sont en tissu associatif. Et je fais une série d'entretiens. Et il y a un gars qui me dit, tous les mercredis, il va s'occuper de la comptabilité d'une association de jeunes. Il me dit, ils n'étaient pas très branchés comptabilité, mais il fallait quand même faire un peu de compta. Et donc, c'est lui qui s'en occupait. Et il me disait, tous les mercredis soirs, quand je repars, les jeunes, ils me disent merci. Il me dit, pendant 40 ans de vie au travail, personne ne m'a dit merci. Donc, c'est ça qu'il y a derrière. C'est qu'en effet, c'est avoir le sentiment que je compte pour les autres, mais aussi avoir le sentiment que je peux compter. Je peux compter sur le système, je peux compter si je suis malade, sur la sécurité sociale, ainsi de suite. C'est les deux. On a besoin de compter pour les autres, on a besoin de compter sur les autres. Tout cela, ça nécessite du temps. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul Delevoye, il y a un impératif de pédagogie très fort, donc c'est prendre du temps. Aujourd'hui, dans une société où tout s'accélère, est-ce qu'il n'y a pas cette question aussi du temps que l'on n'a plus pour faire de la pédagogie? Alors, ce n'est pas le temps qu'on n'a plus, c'est On le ne prend temps plus. qu'on n'a pas voulu prendre. Ce qui est intéressant, je parle pour les jeunes, c'est que vous rentrez dans une période absolument fascinante. Il y a une notion que Serge vient d'utiliser et que nous n'avions pas. C'était la notion de la fragilité. Nous étions dans un moment de l'insouciance. Nos grands-parents avaient connu l'après-guerre, l'horreur, et donc forcément, le progrès allait toujours être positif, la croissance positive, les conditions matérielles allaient augmenter, etc., etc., etc. Et là, vous êtes en train de prendre de plein fouet la fragilité de la nature et la fragilité de l'humain. De montrer, de voir des personnes âgées avec Alzheimer, de voir des détresses du chômage, de voir, etc., etc. Cultiver cette notion de fragilité. Qu'est-ce que l'on a envie de défendre? Ce que l'on a peur de perdre. Et qu'a-t-on peur de perdre? Ce qui, à nos yeux, est fragile. La fragilité d'un amour, la fragilité d'un travail, la fragilité d'une famille, la fragilité d'un territoire. Et donc cette notion de fragilité, c'est un sens du combat. On va se battre pour préserver la nature, on va se battre pour... Et donc cette notion de fragilité vous fait perdre votre insouciance. Certes, c'est moins confortable, mais c'est bien plus responsable. La seconde, c'est ce que disait Serge, c'est que tous nos critères sont basés sur des critères de chiffres, de normes. On rassure les marchés, mais on ne rassure pas les peuples. La vraie question qu'on doit se poser tous les jours, c'est est-ce que je suis heureux? Est-ce que ma journée a été belle? Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et vous apercevez que vous êtes des êtres grégaires qui vous découvrez dans le regard de l'autre. Et vous êtes dans un moment d'une extraordinaire fragilité de notre vivre ensemble, parce que quand on a peur du futur, on se crispe sur le présent
Et le poète disait, les nations ne meurent pas, mais elles peuvent se suicider, parce qu'elles peuvent avoir des réflexes suicidaires du rejet du court terme pour le court terme, du rejet du moyen terme pour le court terme, du rejet du monde pour le village, du rejet de l'autre pour soi. Or, votre vraie richesse, vous ne la découvrirez pas par vous-même, mais par l'autre. Le regard de vos parents, de vos amis, de vos amours, de vos relations de travail. Et la question que posait Serge, qui est tout à fait extrêmement puissante, c'est que la personne qui est dans la rue, elle n'est pas malheureuse parce qu'il n'y a pas 1 euro dans sa sébille. Elle est extraordinairement en souffrance parce que plus personne ne la regarde. Et l'absence de regard sur l'autre est les débuts d'une extraordinaire autodestruction d'une société ou d'une famille, quand on ne se regarde plus en famille, quand on ne se regarde plus au travail. Or, c'est là où la notion du temps devient importante. C'est que vous échangez vos mails, vous n'échangez pas vos regards. J'ai un petit conseil à vous donner. Une fois par jour, ne faites qu'une chose. Moi, quand je vous vois, je vois mes enfants ou mes petits-enfants, on a fini par leur interdire l'usage de l'iPhone à table. Pourquoi ? Vous êtes fascinants. Vous m'épatez, vous les jeunes. Moi, quand je suis avec ma femme, j'adore parler avec elle, ne faire que ça, ne manger que... Là, vous regardez la télé, vous tweetez, vous tchatchez, vous discutez, vous faites 3-4 choses en même temps. Le cerveau ne peut faire que 2 choses. Sauf pour les femmes qui peuvent faire plus de choses que les hommes, mais ça, c'est mon couplet jésuistique sur la supériorité des femmes. Donc, essayez d'apprendre à ne faire qu'une chose à la fois. Non, mais je le dis parce que vous êtes en train de vous disperser. La deuxième chose, c'est 1 fois par jour. Moi, je le fais pour mes équipes. J'ai recruté une Dream Team pour les retraites et je leur ai dit 1 fois par jour, faites 20 minutes autre chose que votre métier. Faites 1 fois par jour un pas de côté. Un pas de côté. Vous êtes embarqués dans les torrents du quotidien. Ben, 1 fois par jour, dire j'abandonne mon boulot, j'abandonne mes devoirs, puis je vais voir mes copains, je vais jouer, etc. Oxygénez-vous le cerveau. On sait tout faire pour le corps, les fatigues, le poids du corps, l'esthétique, etc. On ne sait pas faire la gymnastique cérébrale. Le cerveau a besoin de se reposer. Méditez. Et le troisième, soyez attentifs à la relation du psy et du mental et du physique. Soignez vos psys, vous êtes sans arrêt dans l'esthétique des corps, c'est la beauté des âmes qui fera votre richesse. Et donc, ce qui est important, c'est de développer la différence, la diversité, de réapprendre le sens de la controverse, pas du débat. En France, on a un débat qui, comme toujours, en France, on préfère la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. On préfère terrasser l'autre, celui qui est inférieur. En réalité, l'exercice du pouvoir, c'est celui d'échanger avec l'autre et de se dire comment m'enrichir de cette différence. Et 3 séquences de temps, 1/3 de votre temps, consacrez-le à essayer d'apprendre de vous-même. 1/3 de votre temps, apprenez de votre professeur. Et 1/3 de votre temps, apprenez de l'élève qui vous est confié, ou du petit frère, ou etc., etc. Soyez en permanence assoiffés de l'autre, pas pour le dominer, pas pour le maîtriser, pas pour lui obéir, pour vous enrichir de sa différence. Quelle chance j'ai de rencontrer quelqu'un qui n'a pas la même religion que moi, parce qu'il peut m'éclairer sur un autre sens du monde ou de la mort. On parle du vieillissement. La vraie problématique du vieillissement, c'est quel est le sens que je donne à ma vie, quelle chance j'ai de pouvoir mourir un jour. Si nous étions immortels, ça n'a plus de sens de vivre. Or, nous sommes dans une philosophie qui refuse le risque. À chaque fois, je heurte les salles quand je dis, quand vous vous mariez, préparez votre divorce. Quand vous recrutez, préparez le licenciement. Quand vous vivez, quand vous mettez au monde un enfant, préparez sa mort. Nous sommes ici sur Terre pour mourir. Mais quelle chance j'ai de pouvoir enrichir ma vie parce que, Erasme disait, vis comme si tu devais mourir demain, travaille comme si tu devais mourir jamais. Et donc c'est cela, jouissez de l'instant parce qu'il est fragile. Jouissez de votre amour parce qu'il est fragile.
Jouissez de votre travail parce qu'il est fragile. Et votre fragilité, en réalité, c'est votre vraie richesse. Et à ce moment-là, les personnes âgées sont des personnes qui ont un autre regard, qui ont un regard du temps, un regard de la sagesse, un regard de l'essence. Et je partage totalement les théories de Serge quand il dit la guerre des générations. C'est quand vous regardez la sagesse des tribus primitives, j'ai encore le souvenir, je fais une digression mais peu importe, je vois encore cette petite statue d'un chef qui tient un œuf. Et je disais, ça veut dire quoi? Il dit, ça c'est le pouvoir. Si tu l'exerces trop, tu écrases l'œuf. Si tu ne l'exerces pas, l'œuf tombe par terre et il s'écrase. Sache le faire avec modération. Notre problème de relation à l'autre, ce n'est pas une relation de pouvoir, c'est une relation de dosage, d'équilibre. Et qu'est-ce qui est intéressant pour les adultes, c'est de vous permettre de vous libérer, vous les jeunes, donc de nous contester. Acceptons l'humilité de notre génération quand on est plus âgé que vous. Mais apprenez aussi le respect de l'autre, la découverte de l'autre. Et je pense que la richesse d'un pays, regardez ce qui est en train de se passer au niveau des cerveaux, au niveau des connexions. On doit arrêter la notion de la politique des âges pour aller sur celle de la gestion des âges. La solidarité intragénérationnelle va complètement changer. On ne va pas pouvoir porter sur ses épaules 2 ou 3 générations. Maintenant, les parents ont 90 ans, les fils, ils sont à la retraite, 75 ans, 70 ans. Donc, et je vois en Suède, par exemple, ils ont pris en charge une politique publique très, très forte. La solidarité familiale pour les enfants, c'est primordial. Donc, c'est les parents. La solidarité pour les personnes âgées, c'est l'État, parce que c'est professionnel. Mais en même temps, puisqu'on voulait parler des EHPAD, on s'aperçoit que l'angoisse des personnes, c'est de rester chez elles. Que peuvent nous apporter les technologies pour permettre, avec la robotique, de rester chez soi? Mais en même temps, on s'aperçoit qu'au Japon, quand il y a un isolement, parce que quand on vieillit, on est un peu comme sur une route où on voit les arbres tomber, on perd tous ses amis. Et le drame ou la leçon de la vie, c'est quand on va vieillir, on va finir de plus en plus seul. Mais si on est seul et qu'on n'a plus que des robots pour parler, est-ce qu'on fait un transfert affectif sur les robots? C'est déjà en train d'être analysé par les psychiatres japonais. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles relations qui seront relations sentimentales sur la machine? Et donc, tout ça, c'est des enjeux magnifiques, formidables. Il faut prendre ça, si vous voulez. Là, vous connaissez tous cette phrase, mais je vous la redonne parce qu'elle est magnifique. C'est quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste? Le pessimiste voit dans une opportunité un problème. L'optimiste voit dans un problème une opportunité. Et si vous regardez le vieillissement comme un problème, c'est certes que vous allez galérer. Si vous voyez le vieillissement comme une richesse, parce que comme le disait Serge, on vit de plus en plus vieux, l'espérance de vie en bonne santé est de plus en plus longue, et on commence simplement que c'est au-delà de 80 ans qu'on a 50% des gens qui disent qu'ils ont besoin de quelqu'un, etc. Mais moi, dans le projet que je veux mettre, j'ai une réponse que j'aimerais que Serge puisse m'aider à y répondre, c'est la problématique des aidants. Est-ce que les aidants, c'est un job mais c'est en même temps, c'est quelque chose de compliqué. Je connais aussi des mamans qui consacrent leur carrière à soigner des enfants handicapés au détriment de leur retraite. Et donc, comment faire en sorte que le don de soi, le don du temps, qui n'est pas quantifiable, pose la vraie question que vous évoquez, c'est est-ce que tout temps productif doit être monétisable et quantifiable? Et comment le quantifier et comment le monétiser? C'est un sujet de fond. Parce que si demain, le robot qui actuellement remplace 27% du travail humain va remplacer 42% d'humains, où est la valeur ajoutée? Quelles sont les masses sur lesquelles nous allons financer toutes nos politiques de solidarité? Et je terminerai simplement là-dessus, c'est que vous êtes dans un moment fascinant, parce que nous étions sur les rêves du futur par les technologies et par les machines. Vous êtes à un moment où la fragilité humaine va reprendre le dessus. Et en fin de compte, retrouver le sens de l'humain, c'est ça peut-être un des ciments fondamentaux pour le vivre ensemble.
Il nous reste 3 minutes pour aborder la question du transhumanisme. Alors, on l'a déjà abordé un peu avec Jean-Paul Delevoye. Du coup, je vous pose la question, Serge Guérin. Le transhumanisme, ce progrès scientifique qui finalement gomme les fragilités, qui gomme la vieillesse et la mort, quel défi pour les relations intergénérationnelles si on se projette dans le futur? J'ai surtout très peur que le transhumanisme gomme les fragiles. C'est-à-dire que ça ne marche que si on met de côté, si on se débarrasse, voilà, si on se débarrasse des plus fragiles. Et le risque, c'est qu'il y ait que les champions du monde, ou qui se prétendent comme tels. Et deuxième élément, c'est quelle prétention de ces gens qui pensent qu'ils ne s'ennuieront jamais. Vous vous rendez compte, vivre des centaines et des centaines d'années. Et puis troisième élément, c'est qu'est-ce qu'on fait des enfants dans ce cas-là? Enfin, voilà. On voit que derrière, il y a plein de questions, mais surtout, si on met ça de côté, c'est encore une fois une société qui pense qu'elle ne se sauvera, non pas par les relations humaines, non pas par la prise en compte de ses fragilités, mais par la technologie. Vous savez, c'est comme les ministres de l'Éducation qui pensaient qu'en mettant dans les écoles plein de tablettes, on allait régler tous les problèmes. On ne règle rien. La technologie ne permet de rien régler. Ça reste un outil, mais encore faut-il avant se poser les bonnes questions. Et je dirais, pour revenir à cette question de fragilité, il y a un très grand, c'est en écoutant Jean-Paul que j'y pensais, il y a un très grand philosophe, on pourrait dire, Antonio Gramsci, qui avait dit à un moment donné, il avait une formule, seule la vérité est révolutionnaire. Et je dirais, seule la conscience de la fragilité est révolutionnaire. C'est ça qui nous oblige à penser les choses et à penser par rapport aux plus fragiles et avec eux. Et du coup, ça concerne tout le monde. Le jour où on se dit, mais c'est compliqué qu'il y ait des marches dans les bus, on va mettre des plateformes. On l'a dit par rapport aux gens en situation de handicap, on l'a dit par rapport aux personnes très âgées. Mais finalement, on a amélioré la situation de tout le monde. C'est de comprendre que quand on prend en compte ces enjeux de fragilité, en fin de compte, on améliore la société avec et pour tout le monde. Et le transhumanisme, c'est nier tout ça, c'est juste partir dans un délire de technologie, alors que ce qui compte, c'est d'abord essayer de comprendre les problématiques qu'on a là aujourd'hui. Et les technologies peuvent bien sûr aider, mais les technologies sont partie du problème ou de la solution, mais elles ne sont pas la solution. Si on ne se pose pas les bonnes questions avant, on sera dominé par les technologies au lieu de les dominer. Et si on est dominé par les technologies, alors là, je refais mon couplet sur la barbarie. Merci à tous les deux, c'est un beau message de fin. Serge Guérin et Jean-Paul Delevoye, on peut les applaudir. Alors il nous reste 10 minutes pour les questions du public. Je vous propose qu'on en prenne 3. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une question? Oui, monsieur ici, est-ce qu'on peut lui apporter? Là. Ici. Monsieur, relevez la main. Hop. Là, ici. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. J'ai très apprécié ce que vous avez dit, M. Guérin, effectivement sur les retraites, et je fais partie des retraités actifs qui travaillent avec des jeunes, avec des laboratoires, etc. Croissance, je ne pense pas, mais je ne veux pas aller plus loin, qu'on soit à un moment où on a un choix de croissance. Les problèmes sont tels qu'ils sont sur la table maintenant, qu'on écoute tous les matins, qu'on lit, etc., doivent nous inciter à réfléchir rapidement. Nous sommes dans une société où il y a une capacité d'innovation très grande, en particulier dans le domaine des arts, de la culture. Par contre, elle est plus difficile parce qu'elle n'est peut-être pas assez encouragée dans les grandes écoles d'ingénieurs. Je ne vais pas donner un exemple, mais j'ai pu le constater. Et je trouve que les capacités y sont, mais elles ne sont pas assez poussées pour aller plus loin. Et puis le dernier point, c'est sur la démocratie. Alors, nous sommes dans une société, toute génération confondue, où on est amené à se prononcer entre oui et non, pour et contre, j'aime, j'aime pas. Il y a un espace entre les deux qui est seulement plus grand chez les jeunes que pour nous, mais qu'il faut développer. On ne peut plus en rester là. Alors, comme exemple, vous avez parlé du mode de scrutin majoritaire. Il y a des questions à se poser et il y a des jeunes chercheurs qui ont mis au point d'autres systèmes, comme le jugement majoritaire, que vous connaissez peut-être tous, mais qu'il faut développer. On ne peut plus rester là entre deux bornes extrêmement distantes qui est très avilissant. Reprenez le micro, oui. Qui est très avilissant et abêtissant. J'insiste. Voilà, je fais court pour laisser la parole à d'autres. Alors, est-ce que vous voulez réagir? Merci, monsieur. Les hommes les plus dangereux aujourd'hui, c'est ceux qui sont pleins de certitudes. Le monde n'est pas noir ou blanc, il est peut-être.
La deuxième chose que vous évoquez, c'est sur la démocratie. Je partage totalement l'avis de Serge. Je suis extrêmement préoccupé du choc des temporalités. Tous les problèmes politiques sont à moyen terme, 25, 30 ans, 40 ans, changement climatique, modification du monde salarial. Toutes les échéances électorales sont de court terme. La maîtrise de la temporalité, est-ce qu'elle ne sera pas aux mains des dictatures plus que des démocraties? M. Xi Jinping, il trace sa route chinois, M. Erdogan, M. Poutine, etc. Nous avons un vrai sujet là-dessus. Et le deuxième élément sur... Moi, par exemple, sur ma méthode que j'ai utilisée, que le président a acceptée, ce qui n'était pas forcément cette méthode unique, c'était un langage disruptif. J'estime que les partenaires sociaux peuvent être des éléments de contribution extrêmement importants. J'ai fait 140 heures avec eux, on a fait un premier bilan et on va continuer. C'est extrêmement riche. Je fais confiance à l'intelligence des citoyens. Nous avons des tas d'ateliers citoyens dans lesquels viennent des hommes et des femmes d'horizons différentes, de pensées différentes, de convictions différentes, qui donnent une leçon de démocratie, puisqu'autour d'une table, ils sont capables de parler et de s'écouter, alors que si vous mettez 5 politiques autour d'une table, ils ne s'écoutent pas. Non, mais je le dis, mais aussi pour les experts, hein, parce que les experts ne s'écoutent pas non plus. Les experts nous livrent plus d'incertitudes que certitudes, mais pourquoi pas? Donc je partage votre point de vue. Il faut être attentif à ne pas tomber non plus, parce que le scrutin proportionnel total, je vois ce qui se passe en Israël, ou je vois ce qui se passe dans d'autres pays, c'est la neutralisation, voire des alliances contre nature, ce qui se passe en Italie. Donc, il faut que nous soyons attentifs à ce que... Est-ce que le mode de scrutin règle tous les problèmes, ou est-ce que c'est la pédagogie et l'éveil citoyen qui peut régler tous les problèmes? Et je pense que nous avons un vrai débat sur la formation et l'éducation. L'éducation vous donne un parcours individuel sur des résultats, quand le monde professionnel d'aujourd'hui, c'est un parcours collectif sur des objectifs. On est complètement à l'envers. Et on devrait apprendre dès le plus jeune âge à l'école, en tout cas, moi c'est ce que je voulais faire avec Mathieu Ricard et d'autres, qu'on apprenne à nos enfants dès le plus jeune âge le sens du débat, le sens de la controverse. Pourquoi tu es juif? Pourquoi tu es musulman? Pourquoi... La laïcité, ce n'est pas la méconnaissance des religions, c'est la connaissance des religions et de l'autre. Et si nous ne faisons pas ça, aujourd'hui, on est poussé à la radicalisation. Pour être de droite, il faut être plus de droite. Pour être de gauche, plus de gauche. Pour être catho, plus catho, etc. Pour se différencier. Et donc, soyons attentifs à ce qu'aujourd'hui, nos modes de communication poussent à la radicalisation et au communautarisme. Et donc, c'est un moment très perturbant. Juste pour aller vraiment un élément, la démocratie, ça ne se résume pas à un vote de temps en temps. C'est comment on la fait vivre tout le temps. Une démocratie continue comme il y a une formation continue, quoi. Quelque chose comme ça. Et qui se passerait sans doute au niveau le plus proche de la commune, par exemple, des éléments où on vit du territoire. Parce que sinon, si on n'est pas ancré là-dessus. Ça, je crois que c'est un premier truc. Il y a Albert Camus, il y a longtemps, qui parlait de communalisme sur la commune, qu'on construit des choses, ainsi de suite. Et l'autre élément, c'est juste pour revenir à ce que disait Jean-Paul, c'est on est à un moment très, 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 très malsain de ce pays où chacun veut être un peu plus différent que l'autre. Et c'est ma différence à moi qui est la plus pointue possible. On est 3, mais nous 3, c'est universel. Et tout doit se centrer sur nous 3, parce que nous 3, on a tel problème, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on nie tout ce qui est le commun. Or, ce qui faisait la France, ce qui faisait la laïcité, ce qui fait la République, c'est aussi de respecter le commun et dire qu'à un moment donné, il y a aussi des majorités, il y a aussi des gens qui vivent dans telle ou telle situation, et pas chercher toujours à se distinguer un peu plus de l'autre. Moi, j'ai plus de droits que toi parce que il y a 250 ans, ça s'est pas passé comme ça, ainsi de suite. Et chacun, on voit ça sur la question de sexualité, tout ça, chacun essaie de se distinguer un peu plus de l'autre. On finit par avoir une société mosaïque, au lieu d'avoir une société tout court. Si on ne partage pas un minimum, il y a un grand monsieur qui s'appelait Tocqueville, qui nous a raconté ça il y a très très longtemps, si on n'a pas le sens du commun, on ne fait pas une vie commune, et donc on s'autodétruit. Et on est à ce moment-là un peu de risque, en effet. Et la démocratie, c'est ça aussi, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a quand même envie ou pas de vivre un minimum ensemble, avec nos différences, avec tout ça, ou pas? Et si c'est le ou pas, bah, il faut se préparer à la guerre civile, quoi. Une autre question? Là-haut, oui. Oui, bonjour, Maxence Brachet. Je voudrais poser une question qui ira aussi bien à Jean-Paul qu'à Serge. C'est le fait que nous ayons finalement une inadaptation entre nos institutions et la temporalité. Ça, c'est une première chose, mais elle est un petit peu franco-française. Question, est-ce que par rapport à un sujet comme celui de la retraite, alors que l'Europe est en train de pédaler en marche arrière, ce n'est pas un sujet qu'on pourrait essayer d'un peu plus globaliser, même si nos systèmes sont totalement différents? Ma question est plutôt à Jean-Paul Delevoye, bien sûr. La réponse est oui. Tu t'apercevras, Maxence, qu'en réalité, le président a bien voulu me donner du temps.
1 an. 2, il a bien voulu accepter que je puisse aller dans d'autres instances que les instances politiques, les ateliers citoyens, une plateforme citoyenne sur laquelle j'ai pris l'engagement de faire dans mes recommandations des recommandations d'origine citoyenne. Nous avons déjà 3 propositions qui viennent des citoyens que je vais faire miennes parce qu'elles sont extrêmement pertinentes. 3e élément, dans notre système, j'ai très clairement demandé aux partenaires sociaux de montrer ça à l'échelon européen. Je travaille aussi avec toutes les ambassades des pays d'Europe parce que notre système, alors je ne veux pas... C'est pas une réforme, c'est un projet, c'est un étage contributif. À chaque fois que vous avez un revenu ou un salaire, vous acquérez des points. Et à la fin, in fine, la retraite sera le reflet de votre carrière. Le 2e étage, qui est au cœur de ce que disait Serge tout à l'heure, c'est comment faire en sorte de développer les solidarités pour celles et ceux qui, pour des raisons maladie, handicap, maternité, chômage, ont des interruptions de carrière. Comment faire en sorte que nous puissions leur octroyer des points financés soit par la solidarité salariale, si c'est du monde du travail, le chômage, soit par la solidarité nationale, l'impôt, la famille. Et le 3e étage, un filet de sécurité pour que celles et ceux qui n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont eu soit des carrières courtes, heurtées avec faible revenu, ou soit pas du tout de revenus, puissent avoir un minimum vieillesse ou un minimum de pension. Cette problématique correspond à un projet européen. L'Europe, c'est 6% de la population mondiale. C'est 20% du PIB. C'est 50% des transferts sociaux. Regard anglo-saxon, les transferts sociaux sont un coût pour la compétitivité. Moi, je crois qu'on va passer de la société de la performance à la société de l'épanouissement. C'est quand les gens seront épanouis et heureux de vivre qu'ils pourront être plus performants. Et d'où l'intérêt des politiques de solidarité qui vous prennent en charge pendant ces moments de fragilité. Mais c'est aussi un choc culturel. Je terminerai simplement sur cette petite plaisanterie que je fais à chaque fois, que vous connaissez peut-être. C'est que si vous êtes au Canada et que votre conjoint vous embrasse le matin quand vous allez au boulot, elle vous dit « Enjoy, belle journée ». En France, elle vous dit « Bon courage ». Non mais réfléchissez. Or, si on ne redonne pas aux enfants le goût d'apprendre, les enfants apprennent plus l'histoire par les séries télévisées que par les bouquins. Simplement parce que c'est le chemin du plaisir. Donc si on ne redonne pas le plaisir de travailler plutôt que de subir son travail, le plaisir d'apprendre plutôt que le plaisir d'être avec l'autre, voilà, eh bien, retrouvons ensemble le sens du plaisir d'être ensemble. Trop beau, trop beau. Pour faire très très court, parce que je crois qu'on est vraiment au bout, je crois que l'Europe, elle a inventé quand même plein de choses, elle peut continuer d'inventer, et que donc, c'est Romain Gary qui disait sans imagination, l'amour a aucune chance. Eh bien, je dirais que sans imagination, la solidarité a aucune chance, l'Europe a aucune chance, et il faut continuer là-dessus. Donc, continuons d'imaginer. Merci à tous les deux.